Bonsoir à tous et bienvenue. Nous braquons nos projecteurs ce soir sur un événement qui pourrait bien redéfinir la souveraineté économique et l'avenir énergétique d'un pays. Il s'agit du Niger. Pendant des décennies, le Niger, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium, a vu ses richesses souterraines quitter son territoire, laissant derrière lui les populations d'Arlit confrontées au défi de la radioactivité, mais trop peu aux bénéfices du Niger. Mais la page de cette histoire semble tourner. L'État nigérien vient de poser un acte fort, un acte qualifié d'irréversible. En effet, le président Abdourahmane Tiani a inauguré une plaque symbolique à Arlit, marquant l'achèvement du processus de nationalisation. La société des mines de l'Aïr est désormais passée intégralement sous le contrôle de l'État nigérien. Malgré les turbulences politiques, la production, elle, a tenu bon avec plus de 1000 tonnes de yellow cake déjà produites. Mais au-delà des chiffres, c'est une philosophie qui change. Comme l'a martelé le général Tiani, il est temps que le produit extrait du sous-sol nigérien profite enfin aux dignes fils du Niger. Ce soir, nous allons ensemble décortiquer cette décision historique. Quelles sont les implications concrètes de cet uranium 100% nigérien qui sont ses partenaires respectueux des règles avec qui Niamey compte désormais négocier? Comment cette nationalisation va-t-elle transformer la vie des populations locales? Voilà autant de questions, mesdames, messieurs, que nous posons d'entrée à l'entame de cette émission. Et puis pendant longtemps, l'influence des puissances occidentales a dominé, mais le vent de la géopolitique a tourné. La Russie, héritière bien sûr d'une histoire avec le continent africain, y a fait un retour remarqué. Selon bien sûr nos informations, l'empreinte militaire de Moscou ne cesse de s'étendre. Des soldats russes seraient désormais présent dans au moins 6 pays du continent. Ce n'est plus la société privée de sécurité Wagner qui opère, mais une structure étatique, l'Africa Corps, un nouveau label pour une présence stratégique renforcée, souvent justifiée bien sûr par les autorités africaines comme une demande d'aide à la sécurité. Mais au-delà des communiqués officiels, que signifie réellement ce nouveau partenariat pour l'Afrique et pour le monde? Ce soir, nous allons tenter de répondre aux questions fondamentales qui agitent les chancelleries et même les capitales du continent africain. Comment ce partenariat avec Moscou est-il perçu par les populations et les élites africaines? Sur quelle base repose cette coopération militaire? Est-ce un simple échange de sécurité contre des ressources ou pas? Quelles sont les répercussions géopolitiques et géostratégiques de cette présence sur l'équilibre des forces régionales et même internationales? Enfin, cette implication militaire russe est-elle véritablement synonyme d'une montée en puissance de nos armées nationales, ou du moins des armées nationales africaines, ou ne fait-elle, ou du moins, oui, ou ne fait-elle qu'introduire un nouveau type de dépendance? Voilà autant de questions, mesdames, messieurs, que nous posons ce soir à l'entame de cette émission, avec, bien sûr, une thématique d'accueil et une thématique principale. Bonsoir à tous et bienvenue. Immersion ce soir dans 2 bases militaires aux côtés des instructeurs russes sur le continent africain. Nous irons au Mali, mais également du côté de la Guinée équatoriale. Ces 2 pays qui entretiennent des relations de coopération très approfondies avec la Fédération de Russie, notamment dans le domaine militaire. Nous tenterons bien sûr d'analyser et de ressortir les enjeux de cette réarticulation de la présence militaire russe sur le continent africain. Nous sommes passés de la société privée de sécurité Wagner à l'Africa Corps, ce corps affilié aujourd'hui au ministère russe de la Défense. Alors qu'est-ce que cela change concrètement sur le terrain? Comment cette présence militaire russe est-elle perçue? Est-elle synonyme de montée en puissance de nos armées nationales, ou est-elle du moins synonyme d'une dépendance vis-à-vis bien sûr de cette présence militaire? Nous aurons l'occasion de répondre à cette question, ou du moins à cette série de questions aux côtés de nos invités, dont le premier n'est autre que Patient Parfendom qui est avec nous sur le plateau comme tous les mardis soirs. Bonsoir à vous, doyen.
Bonsoir, Baudelaire Ngané, le prince de ma tombe. Bonsoir à tous mes amis copanélistes que vous allez nous présenter tout à l'heure, à tous nos techniciens, à tous les millions de téléspectateurs, de téléauditeurs de la grande galaxie panafricaine. Un bonsoir particulier à une fan de cette émission. J'ai demandé à mon jumeau de lui faire un coucou. Elle s'appelle la princesse Yenika depuis le Waba. Alors, princesse Yenika, bonsoir. Princesse Yenika depuis Lokbaba. Merci à vous, patient parfum d'homme. C'est une fillette voilà. qui suit cette émission voilà. Et qui me dit, mais je vous ai vu. J'ai dit non, c'est mon jumeau, c'est pas moi. Voilà, patient parfum d'homme. Merci à vous, doyen. À vos côtés également ce soir, le docteur Joseph Grasse et Soussé Bamok qui est également avec nous. Merci à vous, docteur. Nous aurons l'occasion, bien sûr, une fois de plus, de bénéficier de votre expertise ce soir, spécialiste des relations internationales et des questions de sécurité. Merci surtout à vous, docteur Bamok, d'avoir une fois de plus répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir et bienvenue. Merci. Et je vous retourne le bonsoir. Et un heureux merci pour cet accueil chaleureux. C'est pour nous un plaisir renouvelé que de nous retrouver sur ce plateau et apporter, n'est-ce pas, notre expertise à tous nos millions de téléauditeurs qui nous écoutent, à qui, n'est-ce pas, je vais adresser un fraternel salut. Et je tire aussi toute la révérence avec humilité mes différents copanélistes qui sont des aînés, en particulier celui que vous avez déjà présenté, le vieux patient. Oh, nous sommes heureux, n'est-ce pas? Le vieux, c'est des gens qui nous ont abreuvés depuis les années 2009-2010, Afrique Média. C'est pour nous... nous sommes heureux de savoir qu'aujourd'hui, nous partageons des plateaux ensemble. Ils ont suscité en nous, n'est-ce pas, cet élan panafricaniste. Et c'est toujours... nous nous sommes toujours réjouis. J'étais avec quelqu'un qui le connaît très bien. Et le président... dit que tu as été avec le vieux là, il faut lui dire le jour que tu seras, dis que je vais saluer et il comprendra pourquoi. Donc nous sommes heureux et nous croyons que ce soir, comme je le dis de coutume, nous serons à la hauteur des attentes de tous ceux-là qui nous écoutent et nous regardent. Merci à vous, docteur Essoussé. André Christel Fanga, vous êtes également avec nous sur le plateau en présentiel pour être complet avec le panel de la soirée. Bonsoir à vous, DP. Bonsoir, Monsieur Nguéné. Bonsoir, Docteur Essoussé. Bonsoir, doyen. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi-même, Monsieur Nguéné. Merci. J'espère que vous avez lu le communiqué du président élu de la République de Facebook. Vous savez qu'il y a eu passation de service au niveau de Facebook. Il y a de nouveaux présidents élus. L'ancien de 2018 a passé le flambeau à celui de 2025 et donc il a signé un communiqué très important de la République de Facebook, nommant, n'est-ce pas, une vieille maman de 81 ans, porte-parole. Je ne sais pas si c'est de la République ou bien porte-parole du candidat ou bien du président Issa Chiroma Bakary. Mais pourquoi je signale cela? Parce que c'est l'une des dames qui a une organisation pour encourager aux jeunes garçons et aux jeunes filles d'être dans l'immoralité sexuelle, d'être dans le genre de comportement réprimé par la loi au Cameroun, et qui reçoit de gros financements et qui dit à tout le monde que être pédé est bien. C'est-à-dire l'homosexualité est bien. Et c'est ce style de personne, vous comprenez pourquoi on a appelé Issa Chiroma le bon diable. Parce que le bon diable devait nous conduire à cette pédérastie, à ce genre de comportement malsain dans une république où on permet à la jeunesse de continuer à se dépraver, de continuer à vivre des comportements de ce genre. Donc, on a échappé belle.
à quelque chose de grave. Donc, merci aux Camerounais. C'est votre coup de gueule. Mais écoutez, je dis bien merci aux Camerounais. Je dis bien merci aux Camerounais qui n'ont pas permis que cette imposture puisse se mettre en place. C'est pour ça que le bon diable ne peut pas passer là où il y a les enfants de Dieu. Voilà. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci à vous, messieurs. On va pas faire un débat là-dessus. Ce n'est pas le sujet abordé ce soir. Le coup de gueule d'André Kistel Fanga, comme d'habitude. D'ailleurs, messieurs, nous allons parler justement de cet événement majeur du côté d'Arlit, la visite du président Tchani qui a abouti à l'inauguration, bien sûr, d'une plaque qui vient aujourd'hui concrétiser ce processus de nationalisation entamé il y a plusieurs mois par les autorités nigériennes, c'est-à-dire la nationalisation de la société des mines de l'Aïr, la Somaïr, qui, rappelez-vous, était détenue jusqu'ici à plus de 60% par l'entreprise, le groupe français Orano. Cette fois donc, les autorités nigériennes ont pris le total contrôle, bien sûr, de cette société. Et nous apprenons que, voilà, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. 1000 tonnes de loquets ont été d'ailleurs produites. Le projet est conduit et mené à bien, justement, par les autorités nigériennes. Malgré, bien sûr, tout ce qui a été évoqué sous la tutelle, justement, du groupe français Orano. On a surtout parlé de la radioactivité et de toutes les conséquences environnementales qui en découlaient. Souvenez-vous, on ne va pas revenir bien sûr sur tout ce qu'on reproche aujourd'hui au groupe français, mais déjà le fait de savoir que le processus a été parachevé, André Kistel Fanga, qu'est-ce que cela pourrait avoir comme répercussion sur le quotidien des Nigériens? Là, on l'a suivi du côté d'Arlit, le président nigérien. L'objectif aujourd'hui est de faire en sorte que, avant tout, l'uranium du Niger profite prioritairement au peuple nigérien. Ça veut dire que l'uranium du Niger ne profitait pas d'abord aux fils de cette nation. Ça, c'est le sous-entendu qu'on pourrait dégager. Mais c'est aussi clair que ça, non? Est-ce qu'il y a encore un débat à faire là-dessus? Ça veut dire que les ressources, n'est-ce pas, que produisait l'uranium ne profitaient pas. Nous avons fait de milliers et de milliers de débats là-dessus. Nous avons éclairé les Africains sur cette affaire, sur ces contrats, sur ces choses que la France-Afrique nous a imposées, nous a obligés. Parce que quand nous regardons aujourd'hui la situation, parce que le plus grand héritage qu'Orano, le partenaire français de l'État français, n'est-ce pas, par rapport à l'exploitation de l'uranium du Niger, c'est qu'il nous a laissé, c'est plutôt la radioactivité. C'est des maladies graves. Voilà l'héritage que ce partenaire, qui était, n'est-ce pas, le partenaire privilégié de la France-Afrique au niveau du Niger par rapport à l'exploitation de l'uranium. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est ce que nous demandons. Nous demandons aux pays africains de rompre des contrats qui ne nous servent à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, il a fallu cette brouille. Il a fallu que les autorités, n'est-ce pas, du Niger, les nouvelles autorités, n'est-ce pas, viennent mettre fin justement à cette imposture, à ce braquage qui a longtemps duré. Parce que ça fait quand même plus de 60 ans que cette exploitation d'uranium se fait au Niger et que ça ne profite pas aux fils de ce pays-là. Donc, véritablement, nous devons davantage encourager les autorités des nations comme celle-là de dire que quand un contrat ne respecte plus les normes, ne respecte plus, n'est-ce pas, même ne serait-ce que les valeurs, n'est-ce pas, humaines, alors là, il faut mettre fin à ce contrat. Et donc, la nationalisation est quelque chose d'hyper important. Parce que là, nous retrouvons la pleine souveraineté de nos États. Parce que des ressources comme l'uranium sont des ressources qui peuvent permettre le décollage définitif d'un État comme celui du Niger. Parce que quand nous regardons dans l'indice de pauvreté des pays pauvres du monde, le Niger était classé parmi les pays les plus pauvres du monde, alors que le Niger est parmi les plus grands producteurs, parmi les 5 grands producteurs d'uranium dans le monde. Comment est-ce possible que tu es parmi les 5 grands producteurs d'uranium dans le monde? Et l'uranium coûte extrêmement cher. Ce n'est pas tous les pays qui ont l'uranium. Donc, vous voyez que, mais vous êtes quand même dans l'indice de pauvreté, vous êtes pas, quand même avant-dernier
pour ne pas dire dernier, parce que quand ces gars-là, les gars qui font de l'ONU, là, ils ont une organisation là, par rapport, n'est-ce pas, à l'indice de pauvreté, si c'est PNUD, quelque chose comme ça, sur l'indice de population, de pauvreté et tout, ils vous disent que non, le Niger est parmi quand même les 5 derniers. Il est parmi les 5 premiers producteurs d'uranium, et il est parmi les 5 derniers, les pays les plus pauvres du monde. C'était effectivement le contraste. Mais c'est ce tableau-là qu'il faut faire voir aux Africains. Et comme quelqu'un avait bien dit, et je crois que le doyen Parfait doit même bien souvent le rappeler, l'Africain comme celui-là qui a, n'est-ce pas, qui est assis sur des diamants, mais il a une assiette en train de mendier au bord de la rue. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis des décennies. Et donc, il faut arrêter absolument des impostures comme celle-là. Et donc, il faut avoir beaucoup de courage. Et je me rappelle, lors d'un colloque, il y a de cela quelques jours, Ousmane Sonko, où il intervenait, il y avait 2 chefs d'État, il disait, il faut que les chefs d'État ou bien les autorités africaines aient le courage, n'est-ce pas, de prendre certaines décisions. Donc, il y a des choses qu'il faut la volonté politique. Et cette volonté politique-là, c'est de prendre des décisions comme celle que le Niger vient de prendre en disant, OK, il y a eu des bruits, oui. Il y a eu des malentendus. Et finalement, ces malentendus-là, le général Abdourahmane Tiani en a profité, n'est-ce pas, et le peuple nigérien, pour dire, OK, comme vous voulez nous faire du chantage sur nos propres ressources, alors là, la Somaïr devient une propriété de l'État nigérien. Parce que l'uranium est extrait de notre sol. Je finis avec ceci, monsieur. Cela augure-t-il des perspectives reluisantes pour le Niger? Mais écoutez, si vous êtes parmi les plus grands producteurs d'uranium du monde, votre avenir est votre avenir est assuré. Parce que ces ressources naturelles, bien exploitées, permettent le Mali faire ses achats maintenant. Pourquoi? Avec son argent, parce qu'elle produit déjà son or. Même chose pour le Burkina Faso. Donc, vous voyez que c'est des différents éléments qui permettent, n'est-ce pas, à l'accélération de la croissance des États. Et je pense que l'un des plus grands chantiers qui reste à ces États-là, c'est justement la monnaie. Et donc, si la monnaie le problème de la monnaie est réglé, du franc CFA est réglé, alors on pourra vendre, n'est-ce pas, comme on veut, malgré qu'il y a une structure là qui ne veut pas que le Niger vende son uranium à qui il veut. Sommant le Niger, n'est-ce pas, d'arranger son préjudice avec Orano. Mais c'est réglé maintenant. Parce que cette décision règle, n'est-ce pas, le problème. Maintenant, ils peuvent aller au tribunal de commerce, ils peuvent aller où ils veulent, à tous les tribunaux, même s'ils veulent. Aller même à l'ONU maintenant. C'est terminé. La Somaïr est nigérienne. Point. Voilà. Alors, docteur Essoussé, c'est quoi les implications concrètes justement d'une telle démarche? C'est vrai que quand on revient sur la visite du général Tiani du côté d'Arlit, on nous présente la Somaïr comme étant cette structure-là qui fonctionne plutôt bien au regard, bien sûr, de ce qui est relevé. La production a été maintenue malgré les défis. La société totalise plus de 1000 tonnes de Hello Cake extraites jusqu'ici. Fini donc des décennies où Arlit subissait la radioactivité sans bénéfice. Sans bénéficier de ces richesses. Le général Tiani qui dit qu'il est temps que le produit extrait du sous-sol nigérien profite aux dignes fils du Niger. Nous apprenons également que le Niger commercialisera désormais son uranium sur le marché international avec des partenaires respectueux des règles sur des bases transparentes, a déclaré justement le président Abdourahmane Tiani. Au fait, il faut dire une chose. La première, c'est que vous voyez, lorsqu'on était plus jeune que ça, oui, était des enfants, on avait une certaine empathie pour les Nigériens, oui, ici au Cameroun. Vous voyez, parce que nous, on nous avait obombré le cerveau en nous faisant croire que c'est un peuple de mendiants. Tout le monde peut vérifier ça. Quand on voyait, on dit non, c'est un Nigérien, on avait pitié de lui. C'est parce que nous, on nous avait dit que le Niger, c'est le pays le plus pauvre. Je crois que c'était le 2e pays le plus pauvre au monde, ou le 3e. Pendant des années, nous, on savait que, on nous a même dit que c'est un désert. Nous, on savait que rien ne peut produire, et en fait, rien de bon ne peut venir du Niger. Voilà un peu comment on nous a, nous ici en Afrique, je parle de nous Africains, oui, on a caricaturé le Niger. Plus nous avons grandi,
Et nous avons fait des recherches, nous avons entendu, nous avons appris et nous avons compris que c'était faux. C'était un mensonge qui était savamment monté. À côté de ça, il faut dire que quand on a un pays comme le Niger, et là, l'aîné Fangala tout à l'heure, nous n'allons pas revenir là-dessus, il y a 3 indicateurs sur lesquels peuvent s'adosser un État pour se développer. Je l'ai toujours dit, on a la monnaie, on a le sous-sol et on a, n'est-ce pas, l'éducation, c'est-à-dire la formation. Quand vous regardez le Niger aujourd'hui, depuis que le Niger a dit non et a rompu brutalement, je le rappelais ici dimanche, que toutefois qu'il y a rupture du cordon ombilical, ce n'est pas toujours aisé, c'est pas facile, c'est pas diplomatique. Le médecin ne dit pas qu'on coupe, l'enfant pleure, mais ça fait du bien plus tard. Vous voyez un peu. Donc, quand il y a eu cette rupture, on a vu le Niger engager donc des mécanismes pour avoir sa propre monnaie, c'est-à-dire avec ses États frères de l'AES, ce qui est déjà sur le chemin aujourd'hui, n'est-ce pas? On a vu le Niger nationaliser, n'est-ce pas, ses entreprises, n'est-ce pas? Et on a vu le Niger, n'est-ce pas, exploiter lui-même, être maître de son sous-sol. Dès que vous avez vu en 2024, l'aîné parlait tout à l'heure du PNUD, c'est-à-dire le programme des Nations Unies pour le développement, qui fait le classement. Vous avez vu le classement du Niger? Il a fait un bond. Je crois qu'il était 2e sur les indices en Afrique, si je ne me trompe pas. Il était 2e, n'est-ce pas? L'indice de développement du Niger. On a vu le coût de la vie qui a chuté. Ça, c'est des faits. C'est-à-dire, nous parlons, j'ai souvent coutume de dire, pour que le gars du Carrefour Bensky nous comprenne. Oui. Pour que le moins instruit africain nous comprenne. On a vu le coût de la vie baisser au Niger, le sac de ciment qui a chuté dans les affaires de 2000 quelque chose, le gaz qui a chuté, le pain. On a vu, n'est-ce pas, les industries qu'on était en train d'inaugurer au Niger, la tomate et autres. On s'est demandé, hey, les gars là dans le sous-sol étaient... Mais nous, on nous a dit que le sous-sol là était pauvre. Il n'y avait que les ronces qui pouvaient sortir de ce sous-sol. Vous voyez que voilà les faits. Alors, quand vous demandez les implications que la nationalisation de la Somalie, n'est-ce pas, pourrait avoir. Première des choses, c'est que vous gérez vous-même. Vous gérez vous-même. C'est-à-dire que vous décidez à qui vous vendez. Parce que quand le Niger, il faut le dire, ne décidait pas. Au fait, ne possédait pas. Le Niger ne décidait pas de comment vendre, n'est-ce pas, et à qui vendre. Aujourd'hui, il décide de comment vendre, à qui vendre, n'est-ce pas, et quand vendre. C'est déjà un avantage. Donc, même ce que l'aîné disait sur le plan diplomatique, les histoires du tribunal du commerce et tout, il faut comprendre que le monde est géré par 5 grandes puissances. 5 forts. Et c'est ceux, n'est-ce pas, qui siègent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Alors, lorsque vous avez un problème avec un, et que vous n'avez pas de soutien des autres, ça fait problème. Rassurez-vous, on va vous mettre les bâtons sur les roues. Mais la démarche de ces États de l'AES, notamment du Niger, est une démarche sage. C'est-à-dire qu'elle s'est d'abord adossée. Elle va s'adosser sur des puissants que sont la Russie et la Chine aujourd'hui. Ça fait en sorte que lorsque le sujet du Niger est posé sur la table, le Niger a des alliés puissants qui disent que non. Et vous savez que ce qui se passe parmi ces 5 grands, quand il y a une décision à prendre et qu'un est contre ça grippe directement. Ça grippe. Parce que c'est un rapport de force. Et vous savez que dans le monde multipolaire dans lequel nous sommes, le rapport de force a changé de camp. Il est aujourd'hui chez les communistes. C'est-à-dire notamment la Chine et la Russie. Donc aujourd'hui, le Niger n'aura aucun problème. J'ai dit le Niger n'aura aucun problème. Le seul incident qu'on peut noter, c'est un incident positif. Puisque les indicateurs qui permettent de vous développer sont là. Et on peut voir donc sur le terrain, on peut faire la politique, je le dis toujours, avec une certaine grandiloquence, avec des grandes théories. Ce qu'on attend de la politique, c'est le panier de la ménagère. C'est le terrain. Alors, si les Nigériens, je veux dire, excusez,
au quotidien se rendent compte qu'il y a amélioration, n'est-ce pas, dans leur niveau de vie, alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Et vous voyez les plaintes. Vous ne pouvez pas comprendre comment un pays qui est le premier producteur de l'uranium souffre de délestage. Un produit qui est le premier producteur de l'uranium souffre de... Vous avez parlé de la radioactivité, oui, n'est-ce pas? Qui est un problème sur le plan de la santé. Oui. Et donc, je suivais encore un documentaire, plusieurs générations de ce pays-là en souffrent aujourd'hui. De cette exploitation brutale, sauvage et méchante qu'a subi pendant des années. Oui. Moi, je veux un peu transposer avec le Cameroun. Regardez un peu pendant longtemps. Avant que je ne vous relance, oui. Allez-y, docteur Essousi. Il y a quelqu'un qui exploitait, au fait, à qui appartenait, s'il faut le dire ainsi, le port de Douala. À partir du moment où il est parti, regardez ce qu'il reversait. Quand il part, regardez ce qu'est l'État du Cameroun. On se rend compte de toute la grande tromperie. Pratiquement le quadruple de ce que lui il versait. C'est la même chose qui se passe au Niger. Et vous voyez donc que lorsque le Niger fait ces bénéfices-là, l'indice de développement augmente, le niveau de vie, n'est-ce pas, est relativement au Nigérian, revient au Niger même le plus pauvre, n'est-ce pas, il est accessible, n'est-ce pas. Vous avez le coût de la vie qui chute. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire que quand on fait comparaison, on se rend compte que vraiment, ces gens nous ont perdu le temps. Et regardez un peu toute la danse donc cet État-là, ou alors c'est les propriétaires de cette entreprise-là dont vous avez parlé, Orano. Oui, regardez Orano. Toute la danse. Oui, mais puisque dans l'affaire Orano au Niger, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements n'a pas ordonné sa décision finale, pas encore, mais ce tribunal d'arbitrage basé d'ailleurs à Washington, en septembre dernier, a ordonné aux autorités nigériennes de ne pas céder les stocks d'uranium dont le groupe français minier s'estime aujourd'hui spolié et de libérer certains représentants encore détenus. Ça, c'est ce qui avait été rapporté au mois de septembre dernier. C'est-à-dire que les stocks qui sont entreposés d'ailleurs du côté de Niger ne peuvent pas être vendus, selon bien sûr la décision du Centre international de règlement des différends relatifs justement aux investissements. Ça, c'est ce sont les institutions de Bretton Woods. Oui. Et nous connaissons le rôle de ces institutions. Oui. Vous pensez que si la Chine va acheter l'uranium du Niger ou la Russie, il aura besoin que le centre là donne le OK? Quand déjà ces pays-là ne croient même plus à ces institutions. Ce n'est pas un frein, justement, la preuve, si c'était un frein, le Niger n'aurait pas foncé, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, le processus, dans le processus de nationalisation de cette entreprise, si c'était un frein. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait au quartier à une époque, la brimade là, aujourd'hui, les gens sont matures. Ils voient, quand tu fais ou, lui, il fait 2 fois, il aboie 2 fois, ou. Donc, on n'a plus peur de ces institutions-là. Ces institutions n'ont jamais rendu des décisions en faveur, n'est-ce pas, des faibles. Ça, on le sait. Ils rendent des décisions en leur faveur. Je crois que le Cameroun, on a vu. Il y avait les histoires de port de Douala et tout, et finalement, on a vu à quoi cela a abouti. Donc, aujourd'hui, c'est des lettres mortes, c'est des décisions, pour ma part, qui ne font plus peur. Parce que le Niger a foncé, et conséquence, aujourd'hui, la Somalie appartient entièrement au Niger, et le Niger en dispose comme il entend, comme il veut et comme il comprend. Voilà. Merci à vous, docteur Essousi. Patient Parfum d'Homme, cette nationalisation va-t-elle transformer le quotidien des Nigériens? Si oui, de quelle façon? En principe, il y a deux caps qui sont pris avec beaucoup plus de sérieux. Je crois que le Niger va sortir de là avec... va rentrer dans un cercle vertueux de développement de son économie. Oui. Premièrement, c'est la capacité de produire le yellow cake soi-même. Cela adossé au fait qu'on le vend au prix qu'on veut le vendre sur le marché international et à qui on veut le vendre, ce qui n'était pas le cas avec les sociétés françaises. Oui. Donc forcément, la marge bénéficiaire sera d'un autre plus niveau. Élevé. C'est trivial. Deuxièmement, quand même, là où je pense que le Niger gagnerait à s'orienter vers ce deuxième axe, c'est la capacité
de pouvoir transformer localement une partie de cet uranium qui sera produit. Parce que... Là, vous parlez de l'expertise locale, oui, sur le plan local. Donc, il y a des questions de formation de sa jeunesse. Il faut les envoyer se former dans les différents métiers qui concernent la transformation de cet uranium-là, d'être capable aussi de rentrer dans le marché assez fermé de ceux qui vendent cet uranium déjà transformé en consommable pour les réacteurs nucléaires et d'autres applications. Je crois que c'est là que le gros de la différence va se faire et permettra véritablement au Niger d'être dans les pensées. On a l'impression que la tâche ne sera pas aisée, notamment sur le marché international, patient par fin d'homme. Oui. Et il faudra quand même relever le défi, celui de vendre le kilo d'uranium au prix peut-être homologué sur le marché international, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici avec ou du moins le prix approprié sur le marché international, comme on le disait. Avec Orano, on a l'impression que c'était pratiquement le groupe Orano prenait un vil prix du côté du Niger pour revendre au prix normal sur le marché international, mais là les autorités devront réussir au-delà même de l'expertise de transformation locale que vous évoquez. Mais c'est ce que nous disons souvent quand on fait les débats sur d'autres pays. On dresse le tableau et il y a quelque chose qui manque. Ça s'appelle la volonté politique. Quand vous avez cette volonté politique-là, c'est-à-dire que vous enclenchez le début du processus qui va vous rendre autonome, qui va vous rendre libre, qui va vous rendre souverain. Le problème de nos États, la plupart de nos États, c'est ce manque de volonté politique qui doit les pousser, par exemple, à dire ça c'est un secteur stratégique pour le développement de mon pays. Je ne peux pas continuer à descendre les mains des individus tiers qui ne font rien pour notre pays. On a tout à l'heure parlé de la carence en termes de dépendance énergétique pour le Niger. C'est un véritable scandale que vous êtes un grand producteur d'uranium, mais votre pays est dans le noir. C'est que vous voyez, c'est un hiatus qui ne peut pas s'expliquer. Donc, il faut une volonté politique. À partir du moment où vous avez la volonté politique, ce ne sont pas les solutions de sortie qui manquent. Je vous prends le cas d'un pays. Allez-y. Ça s'appelle le Zimbabwe. Depuis une décennie, le Zimbabwe a décidé de faire former, d'envoyer en formation ses étudiants en Russie pour maîtriser l'atome. Et chaque année, le Zimbabwe envoie 50 étudiants de haut niveau pour se former en Russie. Ils ont certainement fait un plan parce que, bon, vous êtes très jeune, mais même au Cameroun, il y avait ce qu'on appelle les plans quinquennaux. Après, avec les institutions de Bretton Woods, les amis de Fanga, on a tout tué, ça n'existe plus. Maintenant, c'est la gestion à la petite semaine. On essaie d'avancer comme ça à volo, on ne sait même pas où on va. Avec les plans quinquennaux, on est capable de faire une telle programmation. Et on se dit, d'ici 10-15 ans, nous serons en capacité de faire ci, de faire ci, de faire ci, avec notre richesse. C'est ça qu'on demande aux pays africains de faire. C'est ce que nous demandons, n'est-ce pas, à nos États de faire en termes de volonté politique. Quand vous allez à l'est du Cameroun, je suis toujours chez mon pasteur Fanga, malgré toutes ses prières, vous allez voir une exploitation abusive et honteuse, un véritable pillage par le biais de ce qu'ils appellent l'exploitation artisanale de l'or de cette région-là. Je vous assure que s'il y avait un minimum de volonté politique, avec la capacité de créer, comme le font les États de l'AES aujourd'hui, des usines, des raffineries d'or au niveau de l'Est du Cameroun. Je vous rappelle que l'or de l'Est du Cameroun est exploité depuis avant la Première Guerre mondiale. Il faut faire attention avec cette affaire. Ça veut dire qu'il y a d'énormes réserves. Mais des réserves énormes. Je ne pense pas qu'on aurait Fanga ici en face de nous sur ce plateau. Il serait certainement un tycoon à l'Est en train de faire des business pour s'enrichir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui font la pluie, le beau temps, aidés en cela par les pontes du régime. Les cousins, les frères de King Nasty, ceux qui sont au palais, qui ont pris des concessions énormes sur l'or du Cameroun qu'elle exploite et ne ramènent même pas un copec dans les caisses de l'État. Conséquence, le Cameroun ne décolle pas. Les populations de l'Ouest sont appauvries. Même les zones qui sont exploitées sont complètement détruites parce que ces exploitations-là, quand elles se font de manière artisanale et sauvage, il y a des produits qu'on emploie, des mercures noirs, des mercures rouges, tout ça, qui détruisent tout qui ont des impacts sur l'environnement. Et ne les rend plus propices, par exemple, à l'agriculture, même à l'agriculture de subsistance. C'est le déplacement des populations, c'est l'appauvrissement des populations, c'est la misère qui s'installe. Et c'est ça que le Niger a compris, et a bien compris que pour sortir de cette quadrature du cercle qui imposait
cette misère au niveau de ce pays, au point de voir des Nigériens envahir complètement certains pays d'Afrique et nous, comme le disait Docteur Sousset, nous les traitions de pauvres, ne sachant pas qu'ils sont comme des gamins qui ont des poches bourrées de diamants, mais qui sont malheureusement affamés. Bravo à l'État nigérien de l'avoir compris. Ça, c'est sur la volonté politique. Vous parliez tout à l'heure, excusez-moi de revenir justement sur l'expertise locale, patient Parfendum. Quand on s'appelle le Niger et qu'on vient à peine de prendre le contrôle d'une entreprise aussi stratégique comme celle de la Somaïr, on fait comment? C'est-à-dire, l'approche avec les partenaires est-elle différente dans le transfert d'expertise ou de compétences? Parce que là, il en faudra. Et il faudra surtout former les Nigériens pour qu'ils s'approprient justement de toutes les techniques nécessaires dans l'extraction de l'uranium en question. Non, je peux vous dire, sans pouvoir lire dans la boule de cristal, je n'ai pas le don de la science infuse, qu'avant de prendre cette décision, il y a déjà certaines négociations en amont qui se sont faites avec les nouveaux partenaires. Pour enchérir, il y a je crois que ça fait 3 semaines, je vous dis, j'ai présidé supervisé des thèses de doctorat dans une école privée au Cameroun. Je ne veux pas donner le nom pour éviter la publicité. On avait 3 étudiants qui soutenaient, Nigériens et un Tchadien. Ils soutenaient des thèses dans la transformation des mines et consorts envoyées par les gouvernements. Comme pour dire qu'ils ont vraiment... C'est une histoire. C'est pas aujourd'hui que Tchani arrive au pouvoir. C'est un processus. Il dit, il y avait 3 étudiants et donc vous savez, c'est diplomatique. Quand c'est fini, il fallait... Moi, j'ai parachevé, n'est-ce pas, tous les rapports et consorts au ministère des Relations extérieures qui a transmis, payé par l'État nigérien et celui du Tchad, qui ont soutenu des thèses, n'est-ce pas, en transformation des mines et consorts, et tant même intégrés à la Sonamé ici, ils ont eu à faire des stages là, font des zones ici au Cameroun et hors du Cameroun pour voir comment ça se passe. Donc pour enchérir avec ce que les nègres. Voilà. Allez-y, Pasteur Parfendum, pour sortir. Oui, pour dire que avant de trancher avec le couperet que maintenant on nationalise, il y a déjà des négociations underground qui se sont faites. N'oubliez pas qu'un pays, par exemple, comme l'Iran, à un moment donné, avait fait la cour au Niger pour être un partenaire dans l'exploitation de son uranium. Donc, au-delà de l'Iran, certainement, il y a la Russie, il y a d'autres sociétés privées qui font dans le domaine, qui ont certainement fait des propositions à l'État nigérien pour leur permettre de gagner quand même un peu plus, de réévaluer la plus-value qu'ils peuvent dégager de cette exploitation. Mais je pense que la radicale, n'est-ce pas, vraiment de cette affaire-là, c'est la capacité du Niger de produire des techniciens, des ingénieurs, des statisticiens, tout ce que vous voulez, qui mettent dans ce domaine-là pour que leur exploitation soit faite de manière harmonieuse, mais surtout puisse profiter en termes de transformation locale. Une bonne partie de cette richesse-là, d'abord aux Nigériens, c'est là le début du déclenchement du véritable progrès économique pour nos pays. Sans la domestication, ce que j'appelle souvent la domestication des sciences au sens large du terme, surtout dans ces industries extractives, je peux vous garantir que rien ne peut se faire. On va tourner en rond dans notre petite boule comme un petit poisson rouge, malheureusement. C'est le cas que nous voyons aujourd'hui avec tous nos grands experts économiques qui se couchent devant les petits fonctionnaires de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, dont l'ambition et l'objectif n'est pas du tout d'aider les pays africains à se développer. Merci à vous, patient Parfendum. Alors, nous allons avancer dans nos échanges, messieurs, avant d'aller au standard, nous allons prendre la thématique principale de la soirée. Allez-y, André Kistefanga. Mais important. Il y a près de 156 centrales nucléaires en France qui tournaient grâce à l'exploitation de l'uranium. Vous imaginez ce que 100 centrales nucléaires en termes d'emploi, il y a des délestages à Paris. en termes d'emploi, ce que ça produit comme emploi, vous comprenez les gilets jaunes, le chômage en France maintenant, vous voyez que ça est déjà un problème
Donc, la France n'arrive plus à ravitailler, n'est-ce pas, ses centrales nucléaires à partir de l'uranium pris gratuitement au Niger. Vous voyez que le prix, la France était obligée, je crois, il y a de cela 6 mois, le président Emmanuel Macron était obligé d'aller au Kazakhstan pour aller négocier, n'est-ce pas, l'achat, n'est-ce pas, de l'uranium de ce côté-là, quand les problèmes s'étaient accentués au niveau du Niger. Alors que ils achetaient, c'était à 37 000 francs le kilo ici, au Niger, et maintenant, alors qu'au Kazakhstan, c'est 5 fois ou 10 fois le prix. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez que la France est déjà dans cette décadence-là. On vous rappelle que 40% de l'énergie, c'est-à-dire la France est électrifiée à 40%. C'est-à-dire si la France a Marseille, Monaco, je ne sais pas, Toulouse, Saint-Denis et tout le reste là, ont de l'énergie, c'est grâce, n'est-ce pas, à l'exploitation de l'uranium du Niger. Aujourd'hui, qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas, avec la Somalie ou bien avec le Niger, il y a déjà les délestages en France, c'est-à-dire en plein Paris, on rationne aussi l'électricité, comme Néo nous fait ici. C'est-à-dire, l'expertise de Néo, c'est importé en France. Parce qu'un pays africain a pris son destin en main en disant l'exploitation de l'uranium ne se fera plus de cette façon-là. Plus grave encore, quand vous regardez, n'est-ce pas, aujourd'hui, le Niger qui prend la plupart de son énergie au Nigeria. Parce que le Nigeria était dans une logique où aussi était contre les autorités de transition du Niger. Oui. C'est-à-dire qu'il pouvait couper l'énergie quand il voulait. Ça faisait que le Niger se retrouvait dans le noir. Aujourd'hui, si avec tout ce que, n'est-ce pas, mes companélistes ont mis sur la table comme élément d'analyse, n'est-ce pas, par rapport à l'exploitation, par rapport à la transformation, par rapport, n'est-ce pas, au know-how, n'est-ce pas, pour mettre cette énergie-là, cet uranium-là, n'est-ce pas, en exploitation pour que ça produise de l'énergie. C'est-à-dire le Niger va commencer à vendre, n'est-ce pas, l'électricité aux autres pays, et sans compter maintenant que si d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce programme est véritablement mis en place, alors là, ça va devenir, n'est-ce pas, véritablement un pays puissant en Afrique parce que à cause de cette exploitation-là et cette nationalisation-là. C'est quoi la prochaine étape, docteur Essoussé, peut-être pour être complet sur le sujet, une fois le processus de nationalisation achevé et qu'on ait ressorti justement tous les éléments qui ont été cités? Non, la prochaine étape, c'est que le Niger est développé, point. le Niger ça a l'air facile quand vous le dites comme ça. Oui, c'est facile. Non, rassurez-vous, Baudelaire, rassurez-vous, notre véritable problème, nous avons 2 problèmes et je pense que le vieux homme l'a dit, c'est la volonté politique dans tout ce que nous faisons. Quand il y a volonté politique, le reste va de soi. C'est-à-dire, on est préparé aux défis et autres. Il y a déjà ça. Oui. Le deuxième problème, c'est que on nous a rempli la tête. C'est-à-dire qu'on nous a rempli la tête avec des théories où on pense que c'est impossible. Non. Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, du marché international. Oui. Le marché international, les gens se sont assis, ils ont défini le marché international. Le monde d'aujourd'hui est en train d'aller, il est même déjà un monde multipolaire. C'est-à-dire que vous avez la Russie qui vous crée déjà une plateforme de commerce international. Vous avez la Chine qui vous crée, parce que quand on parle du marché international, il est boursier, non? C'est les bourses, non? Vous avez la grande bourse aujourd'hui, vous savez tout ce qui se passe en Chine avec la bourse qu'ils ont mis sur pied, en Russie et autres. Quand les gars, l'OTAN et consorts, ils ont tourné le dos à la Russie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La Russie avait déjà préparé toutes ces choses avant. Donc, dès qu'il tourne le dos ici, la Russie dit non, moi j'avais déjà pensé même sur le plan de la communication aux nouveaux réseaux sociaux. Il met ses réseaux juste et on se rend compte que la Russie fonctionne parfaitement. Je dis, la première, ça a été pédagogique, ce que le Niger a fait. Chercher d'abord des partenaires forts où on va s'adosser. Oui. Maintenant, rupture totale et brutale, parce que c'est comme ça qu'on grandit. On apprend à voler de ses propres ailes, n'est-ce pas? La formation des aigles. Point. La formation des aigles. Et on procède à la formation des cadres, à l'éducation des cadres. On nationalise ces entreprises. Ça a pris combien de temps? J'ai dit les propres institutions de Bretton Woods qui classaient le Niger avant-dernier. L'année dernière, le Niger était 2e en Afrique.
vous comprenez que la prochaine étape, c'est que les Nigériens vont bénéficier, n'est-ce pas, de leurs ressources, et vont bénéficier de leur sous-sol, seront maîtres de leur propre maison, parce que vous ne pouvez pas imaginer que vous faites un commerce et votre argent, vous allez donner à quelqu'un qui gère votre argent, pourtant vous êtes maître de votre... C'est vous qui possédez, c'est vous qui achetez, et c'est lui qui décide. Nous avons pris l'exemple ici dimanche, c'est lui qui décide que je vais vous donner 10 francs. On parlait tout à l'heure, vous achetez, vous venez, vous achetez 37 000 le kilo. Alors vous allez acheter le kilo à près de 400 000 francs. Vous voyez qu'il y a un... Ce n'est même plus un gap, ça c'est un fossé comme le ciel et la terre. Donc voilà. Moi je pense que la prochaine étape, on l'a dit, le Niger, n'est-ce pas, s'est préparé. Encore que le Niger annonce, et avec ses autres frères de l'AES, l'installation des usines de transformation d'armement et consorts. C'est l'industrie lourde de ça. C'est l'industrie lourde. C'est fait à partir de quoi? C'est fait à partir de cette richesse, l'uranium. Donc, la prochaine étape, c'est que le Niger va se développer et les mécontents aujourd'hui subissent déjà, n'est-ce pas, le dos tourné du Niger. Vous le savez, la première fois dans l'histoire, il y a quelque temps, il y a eu un délestage de pratiquement 24 heures à Paris. Voilà. Pratiquement 24 heures, je suivais un débat hier où le professeur Boudot le disait encore, que la France, il disait au président Macron, il gagne en allant, n'est-ce pas, revoir ses partenariats, n'est-ce pas, sa coopération avec les pays de l'AES. Sinon, la France est morte sur le plan nucléaire, sur le plan de l'électrification, est morte dans les 5 prochaines années. Il disait ça. Sans compter l'exploitation de l'or. Parce qu'aujourd'hui, l'exploitation de l'or qui faisait de la France 5e producteur mondial. On sait que c'est des vignerons. Alors que voilà. Ils savent vendre que les raisins. Merci à vous, messieurs. On va avancer en parlant de la réarticulation de la présence militaire russe sur le continent africain. Nous sommes passés depuis plusieurs mois maintenant à la société privée de sécurité Wagner, à l'Africa Corps. On parle beaucoup, bien sûr, de ce détachement du ministère, ou du moins affilié au ministère russe de la Défense. Nous avons, grâce à l'aide, bien sûr, de nos correspondants, nous avons pu faire une immersion au cœur même des bases militaires dans lesquelles excellent justement ces instructeurs russes, avec des réalités particulières, voire singulières dans certains pays. Saviez-vous, par exemple, que la Guinée équatoriale et la Fédération de Russie entretiennent une relation de coopération militaire bien avancée, au regard, bien sûr, des implications que cela pourrait avoir sur le terrain. Au Mali, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, puisque ça, vous le savez, depuis des années maintenant. Mais démarrons par l'étape Bamako, où bien sûr nos correspondants se sont rendus, bien sûr, dans une base militaire. Comment ça se passe précisément? Le quotidien avec ces instructeurs russes, et quelles sont les implications, bien sûr, de cette réarticulation, voire de cette présence militaire russe renforcée? On parle désormais de 6 principaux pays. On ne les a pas cités distinctement, mais nous savons qu'avec le Mali, la relation est très approfondie. Avec la République centrafricaine, ça l'est aussi, et avec surtout la Guinée équatoriale. Première étape, Bamako, dans cet élément. Nous sommes à Bamako, la capitale malienne, chez l'Africa Corps, une structure créée auprès du ministère russe de la Défense qui aide les femmes, les forces armées maliennes à lutter contre le terrorisme et défendre les intérêts nationaux du pays. Après avoir récemment célébré son 2e anniversaire, l'Africa Corps se présente dans plusieurs pays africains, dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée équatoriale et aussi au Proche-Orient en Syrie. Dans chaque pays, leur mission peut varier, mais il y a une constante. В чем заключается работа Африканского корпуса? Les militaires du ministère de la Défense et notamment de l'Africa Corps défendent toujours et partout les intérêts de la Fédération de Russie. Nous opérons ici dans l'intérêt de la Russie. Comment s'effectuent les missions conjointes de l'Africa Corps et des FAMA? Nous interagissons de manière étroite avec l'armée locale, les FAMA. La barrière de la langue est bien sûr présente, mais nous parlons des langues étrangères et les militaires des FAMA apprennent le russe, notre langue maternelle. Le climat au Mali est très différent du climat habituel pour les Russes, mais les militaires de l'Africa Corps n'y voient pas de problème. Как вам работается в таком жарком климате в Мали? Это моя не первая командировка. Ce n'est pas ma première mission ici. Je m'y suis assez vite adapté. Le climat est plutôt doux.
Il fait parfois un peu chaud, mais on s'y habitue. Ваш коллега говорил о языковом барьере при взаимодействии с вашими коллегами. У вас какие вот сложности бывают помимо климата? Il n'y a pas beaucoup de difficultés, car les habitants comprennent le français, l'allemand et connaissent très bien le russe. Il n'y a pas de problème particulier en termes de communication. En cas d'imprécision, des interprètes viennent nous aider. Le jour de notre tournage, c'est la chapelle qui a été consacrée sur le territoire de la base militaire. Et pour cela, c'est Constantin, le métropolite du Caire et d'Afrique du Nord, qui est arrivé à Bamako. La chapelle que nous voyons aujourd'hui a été consacrée en l'honneur du grand martyr Saint-Georges. Elle a été construite grâce aux efforts des militaires qui servent ici. Cependant, jusqu'à ce jour, il n'y avait pas d'accompagnement pastoral sur ce site. C'est pourquoi la mission confiée à l'Église, discutée conjointement avec les autorités ecclésiastiques et le commandement militaire, consiste à organiser un tel accompagnement. Des réunions ont déjà eu lieu à ce sujet. Aujourd'hui, la première liturgie a été célébrée dans cette chapelle que j'ai eu l'honneur de présider. Nous avons prié pour la santé des militaires et pour le repos des âmes de ceux qui nous ont quittés. J'ai confessé les fidèles et nombre de soldats présents ont communié. Ces jours-ci, je me trouve au Mali pour apporter un soutien spirituel aux soldats. Quant à l'avenir, il est prévu d'établir un accompagnement pastoral régulier pour les militaires, tant ici à Bamako que dans les garnisons réparties à travers tout le pays. La Russie et le Mali sont des partenaires stratégiques, ce qui se manifeste par une coopération dans les domaines économiques et militaires. Et la lutte côte à côte de l'Africa Corps et des FAMA contre le terrorisme ne fait que renforcer ce partenariat en apportant l'espoir de la victoire. C'est l'État Bamako. Qu'en est-il de la Guinée équatoriale? Messieurs, le saviez-vous réellement? Mais le partenariat, lui, il est bien réel, concret sur le terrain. Nous avons également des instructeurs russes du côté de Malabo. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Élément de réponse à suivre. La Guinée équatoriale, le seul pays africain qui parle l'espagnol, mais le français et le portugais sont aussi langues officielles. Après avoir obtenu son indépendance de l'Espagne en 1968, il est devenu l'un des pays africains les plus développés. C'est aussi un pays qui coopère étroitement avec la Fédération de Russie dans le domaine militaire. Bienvenue à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, où l'Africa Corps, une structure du ministère russe de la Défense, est aussi présente. Après avoir rendu visite à nos soldats au Mali, nous allons voir ce que les militaires russes font ici et comment leur mission varie de celle à Bamako. L'Africa Corps, qui est présente dans plusieurs pays africains et accomplit des tâches diverses en fonction des demandes. Чем занимается Африканский корпус в Республике Экваториальная Гвинея? Sur cette base-ci, sur l'ordre du commandement du corps, nous formons le personnel du ministère de la Défense de la République de Guinée équatoriale. Des cours d'entraînement au combat y sont dispensés, notamment le maniement des armes à feu, le fusil d'assaut et le pistolet, ainsi que la médecine tactique, la préparation physique et tactique, la formation de la garde rapprochée et de groupes d'accompagnement et d'escorte. Какие-то есть особенности работы именно в Экваториальной Гвинее? Климат, язык, вот что ваши ребята вам говорят? En Afrique, c'est surtout la langue. Mais tous nos instructeurs disposent d'instructions écrites en russe et en espagnol. Nous avons établi une parfaite communication avec les commandants locaux. Tout se déroule sans accroc, sans aucun problème. Как местные rебята легко учатся? Им это все интересно? Disons que tout est nouveau pour eux, c'est un nouveau départ. Nos instructeurs impliqués dans l'entraînement, qui sont parmi les meilleurs, s'efforcent de transmettre tout leur savoir. Les locaux font également de leur mieux. La Guinée équatoriale est un pays avec un système politique stable, donc il n'y a pas de tension ni sur l'île Bioko où Malabo est située, ni sur le continent. En plus de l'activité des instructeurs de l'Africa Corps, dont le but est d'accroître l'efficacité au combat des forces armées de la Guinée équatoriale, les militaires russes sont chargés de la protection des installations gouvernementales. Dans une interview exclusive à RT1 français, le président du pays, Teodoro Obiang Basogo, a donné son évaluation de l'activité de l'Africa Corps dans son pays. La coopération militaire avec la Russie remonte également à l'époque où nous avons signé les premiers accords. Après que la Guinée équatoriale ait obtenu son indépendance, la Russie lui a immédiatement envoyé une force militaire avec des instructeurs russes. Nous avons à nouveau signé des accords avec des instructeurs russes qui forment actuellement les forces de défense et de sécurité de la Guinée équatoriale, ici à Malabo et à Bata. Je pense que le monde aujourd'hui fait face à de nombreuses menaces.
celle des djihadistes, celle de groupes armés qui déstabilisent le pays. Il est donc nécessaire que les pays s'équipent et forment leur personnel pour lutter contre les facteurs négatifs qui peuvent ralentir le développement et affecter la stabilité du pays. C'est pourquoi la Guinée équatoriale voit d'un bon œil la présence des instructeurs russes qui forment le personnel de l'armée et des services de sécurité de la Guinée équatoriale. Nous nous félicitons donc de cette bonne coopération que nous avons actuellement avec la Russie. Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que la Russie considérait le continent africain comme un très important partenaire stratégique. Et l'activité de l'Africa Corps dans un certain nombre de pays africains en est la preuve. Daria Vaganova pour RT1 français depuis Malabo, Guinée équatoriale. Voilà donc pour ces immersions dans deux contextes différents, mais avec à chaque fois les mêmes instructeurs, que ce soit à Bamako ou encore à Malabo. Le constat est donc clair aujourd'hui. Il s'agit d'une coopération stratégique renforcée entre ces pays en question et la Fédération de Russie. De la société privée de sécurité Wagner Africa Corps, docteur Essoussé, ça fait 2 ans que ça dure déjà, dans une sorte de réarticulation justement de cette présence militaire russe sur le continent africain, une coopération renforcée. Mais d'entrée, que signifie réellement ce partenariat pour l'Afrique? Je vais dire quelque chose très simplement. Le partenariat signifie ce que le président Macron au Cameroun a dit. C'est-à-dire vous avez un chef d'État qui est en visite dans un autre État. Oui. Et après le tête-à-tête, n'est-ce pas, dans les us et coutumes, ils vont se livrer à la presse pour, n'est-ce pas, ce que vous appelez un point de presse. Oui. Et pendant le point de presse, ils ne parlent pas des rapports Cameroun-France, mais ils s'attaquent à la Russie. Vous l'avez vu tous. Il a traité la Russie des soldats qui ne sont pas professionnels. Il est dans un autre pays. La Russie n'est pas là. Mais il s'attaque à la Russie. Il s'attaque à la Russie, pourquoi? Il s'attaque à la Russie parce que il sait que la donne a changé. N'est-ce pas? N'oubliez pas, je vous l'ai toujours dit que parmi les instruments de souveraineté d'un État, il y a les institutions. Et la première institution, c'est la défense. C'est-à-dire l'armée, qui est la première institution de souveraineté parce que c'est elle qui a la responsabilité, n'est-ce pas, de la sauvegarde de l'intégrité nationale, de la sécurisation des frontières. C'est ça que c'est la première institution. Oui. Les 3 éléments fondamentaux font, n'est-ce pas, une armée, que ce soit dans sa puissance ou bien dans sa souveraineté. Les 3 éléments de ce que je sais, vous avez premier élément, vous avez la formation. Deuxième élément, vous avez la logistique. Et troisième élément, vous avez les effectifs. Vous verrez que toutes les organisations qui font dans des classements et autres s'appuient sur ces 3 éléments fondamentaux. Voilà les 3 éléments qui font... Formation, logistique et effectif. Formation, logistique et effectif. Oui. Maintenant, l'Afrique, le monde, il faut le dire, mais beaucoup plus l'Afrique est dans le tourment avec la montée du terrorisme, avec, n'est-ce pas, la spoliation de ces terres et autres. L'Afrique, notamment les pays de l'AOF, ou alors du précaré français, il faut le dire parce que c'est de ces pays que nous voulons le plus parler, oui, étaient tournés vers un ancien maître, avec leur ancien maître, mais qui, lui, n'a pas de fait d'âme. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pays en Afrique où l'ancien maître a été et on a vu le terrorisme baisser ou le terrorisme être rayé complètement. On se rend plutôt compte que c'est des malaises ou alors des maux, n'est-ce pas, qui vont de gravité en extrême gravité. Entre-temps, lui, le maître, ne fait que s'enrichir. Alors, plusieurs qui ont grandi et ont ouvert les yeux se sont dit, mais allons-nous continuer à rester avec ces derniers, pourtant les autres nous offrent mieux? Et je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez que, je prends beaucoup plus le cas du Cameroun, est-ce que vous savez que dans les conventions de défense avec la France, nos soldats, n'est-ce pas, ou alors les Camerounais qui ont réussi les concours, les 2 majeurs étaient Saint-Cyr et Kwekendam,
et y étant, au sorti, avaient la possibilité soit de revenir, n'est-ce pas, servir leur pays ou bien de servir la France, passer un certain nombre d'années et revenir au Cameroun. Oui. Quand ils revenaient, n'est-ce pas, ou alors servaient la France et revenaient, ces soldats, pendant la formation, n'avaient pas accès à un certain nombre de cours, à une certaine logistique. Et ça se fait même dans le domaine universitaire aujourd'hui. Moi, j'ai été victime. Moi qui parle, j'ai été victime. Parce que j'ai été un lauréat du concours la Fondation René Cassin. Et là-bas, j'ai été privé de plusieurs choses. Il y a des laboratoires dans lesquels vous ne pouvez pas avoir accès. Alors, ça se passe comme ça dans les armées. Les modules de formation, n'est-ce pas, dans les techniques de défense, n'est-ce pas, et de sécurité, n'ont pas comment je vais dire, des indicateurs de performance. Ça, c'est la réalité. Je vous parle de la réalité. En termes de dotation de la logistique, vous pouvez témoigner le type de logistique jusqu'à hier que ces États africains avaient comme don. Et aujourd'hui, dans leur nouveau partenariat avec la Russie, vous l'avez dit, c'est-à-dire vous parlez de la convention d'Africa Corps, c'est-à-dire c'est l'ancien groupe Wagner qui s'est reconverti aujourd'hui après les problèmes de Wagner et consorts, et qui sont des milices, disons ça ainsi, ou alors des organisations privées, mais que l'État de Russie a pris en charge et envoie. Parce qu'il faut dire une chose, la Russie est beaucoup plus tournée vers ses problèmes avec l'Ukraine et l'OTAN, ça vous le savez. Alors, il y a ces milices et ces gars ont une formation, rassurez-vous. Déjà que même l'État de Russie, dans ses combats avec l'OTAN, vous savez qu'ils emploient une bonne partie de ces milices. On voit peut-être l'Africa Corps parce que c'est elle qui est plus déployée ici en Afrique. Et la Russie regorge, je crois, une vingtaine des armées privées. Alors, ces gars ont une formation à nul autre pareil. Alors, quand on regarde donc sur le plan, n'est-ce pas, de la formation, ce qu'ils offrent aujourd'hui en termes de formation, je vais prendre le cas, le Cameroun s'est rendu compte de cette supercherie, de cette tromperie de la France avec la formation, avec l'avènement des premiers corps d'élite camerounais commando, à savoir le BIR, et la garde présidentielle, le premier contingent de la garde présidentielle commando, je crois que c'était en 2007 ou en 2006 ou 2007. Alors, formé par les mercenaires israéliens, ils se sont rendus compte. Et quand vous voyez un peu aujourd'hui en termes de logistique, en termes de formation sur le plan opérationnel, vous vous rendez compte du... C'est-à-dire que il y a un gap, le gap d'écart, tous les cas qu'il y a. Donc, voilà la réalité aujourd'hui. La présence de ces forces ou alors de cette organisation militaire russe sur le sol du territoire africain, à savoir l'AES, vous avez la Guinée équatoriale, vous avez même la Centrafrique, produit immédiatement les effets positifs sur le terrain. Vous avez sur le plan du renseignement, les instruments de renseignement qui vous permettent, n'est-ce pas, de circonscrire la nébuleuse terroriste et d'avoir des bons renseignements. Je ne veux pas dire ici, là, ce qui s'est passé dans le cadre de Boko Haram avec les premiers renseignements français que nous avions. Nous savons tous les défaites que nos forces de sécurité et de défense ont essuyées parce qu'on avait un mauvais renseignement qui était géré par la France. Et quand on s'est converti, n'est-ce pas, on est allé vers d'autres partenaires, on a commencé à avoir le bon renseignement, alors automatiquement, on avait commencé à maîtriser la nébuleuse jusqu'à ce jour. Donc, il faut dire que on ne peut pas... c'est un partenariat différent, bien différent de celui que les partenaires traditionnels offraient jusqu'ici à ces pays. Je veux vous prendre un exemple. Pour sortir d'autres ressources sur ce sujet. Ceux qui s'y connaissent dans les questions comprendront ce que je ai dit. Prenez par exemple ce qu'on appelle le SEM. Le SEM qui est le certificat d'état-major. C'est-à-dire que tous ceux qui passent de capitaine, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle trivialement commandant, mais dans le langage militaire, chef de bataillon ou bien chef d'escadron, n'est-ce pas,
de faire un diplôme militaire qu'on appelle le SEM, le certificat d'état-major, parce que c'est le grade, le grade qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir accès de chef d'état-major d'une unité, n'est-ce pas, de commander l'état-major d'une quelconque unité ou d'un poste de commandement. Alors, c'était la France, oui, beaucoup plus, le Maroc, l'Algérie. Je prends les anciens partenaires du Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'efficacité. On va vous dire que c'était théorique. C'est-à-dire, c'était théorique quand ils allaient. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, on le fait déjà au Cameroun. Ici, à l'école de guerre, n'est-ce pas, à Yaoundé. Le faisant au Cameroun, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces jeunes officiers supérieurs sont opérationnels. Ils sont opérationnels, ça veut dire quoi? Étant des commandants d'état-major, ils sont non seulement dans les bureaux, mais ils sont sur le terrain. Oui. Pourtant, dans l'ancien front, ils n'étaient pas sur le terrain. Grâce à qui aujourd'hui, docteur Essoussé? Grâce, n'est-ce pas, au nouveau partenariat avec la Russie. Quand ils sortent du Cameroun, pour ceux les plus brillants qui sortent, vont en Russie, ils vont en Chine. Voilà les deux partenaires. C'est vrai, ils ont un autre partenariat avec l'école de guerre de Birmingham en Angleterre. Oui. Donc, voilà les deux partenariats avec l'État du Cameroun aujourd'hui qui produit encore qu'on vous exige au niveau du renouvellement même, c'est-à-dire le rajeunissement même des effectifs, d'où vous pouvez avoir des chefs d'escadron aujourd'hui au Cameroun qui ont 32 ans. Vous avez des chefs d'escadron qui ont 32 ans. Mais bien formés. Mais déjà, quand on parle de jeunesse, il y a déjà que... Oui, parce que pour qu'un gars soit opérationnel sur le terrain, il faut une certaine vigueur. Oui. Et je vous préviens que quand je le dis, je dis ceux-là comprennent parce qu'aujourd'hui, c'est des indicateurs même de sélection pour ces États partenaires-là qui forment. C'est-à-dire, ils vous disent que pour venir faire le SEM chez eux, c'est entre tel âge et tel âge. C'est un parcours de tel... Donc, c'est des indicateurs, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui favorisent une meilleure performance. Ce qu'il n'y avait pas par le passé. C'est-à-dire que vous avez des gars qui allaient faire le SEM à un certain âge. Pour sortir, docteur Essoussé. Opérationnel sur le terrain. Voilà. Merci à vous, docteur Essoussé, pour toutes ces précisions. André Kistelkamp-Fanga, comment le percevez-vous? Partant déjà du fait que avec Wagner, on nous avait habitué à une rhétorique. On nous avait rabâché les oreilles avec cette rhétorique largement relayée justement par les médias mainstream, comme quoi les pays africains se sont attachés les services des mercenaires russes. Aujourd'hui, on est passé de cette rhétorique-là à un autre corps, à une autre structure affiliée au ministère de la Défense. Est-ce que cela constitue, du moins, est-ce que cela est-il réellement différent sur le terrain? Du moins, comment, en tant qu'analyste, vous percevez justement cette réarticulation, réorganisation de ce corps de l'armée russe? Alors, je pense qu'il faut... Vous savez, la communication est d'une importance capitale dans la stratégie de guerre actuelle. Parce que les guerres que nous avons au XXIe siècle aujourd'hui, la communication fait partie de la première unité sur le terrain. Donc, quand vous avez la première unité qui est sur le terrain, c'est-à-dire l'unité de la communication, si vous la gagnez, le reste de la guerre, vous la gagnez aussi. Et donc, dans la guerre géopolitique, géostratégique, n'est-ce pas, de positionnement des deux systèmes qui sont en train de s'affronter, c'est-à-dire le communisme et vous appelez l'autre, l'ancien système là, le capitalisme, n'est-ce pas, qui sont en train de s'affronter. Aujourd'hui, il y a des éléments de langage qu'ils utilisent, qui fait partie des armes de la communication, c'est-à-dire, vous avez les impérialistes, n'est-ce pas, capitalistes qui appellent les juntes militaires au pouvoir, les mercenaires, en fait, ils ont un langage pour justement enlever, n'est-ce pas, la substance. Parce que dès qu'on vous a déjà déshabillé avec, n'est-ce pas, des propos péjoratifs, un corps comme celui de Wagner, alors là, ça enlève toute la capacité, n'est-ce pas, de ce corps-là d'agir sur le terrain efficacement. Parce que on fera toujours des rapports accompagnés, n'est-ce pas, des rapports des ONG, n'est-ce pas, qui, la milice ou bien les mercenaires de Wagner ont fait ceci, ont fait cela, comme ils ont eu l'habitude de le faire. Donc, vous voyez que la bataille géopolitique au niveau de la communication est gagnée avec des propos comme cela.
Oui. Et donc maintenant, il faut renverser le paradigme. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le côté impérialiste, capitaliste, a aussi ses milices. L'OTAN est une milice. Oui, il faut le dire. Les MINUSMA, MINUSCO, Barkhane et tout ça, il y a une autre opération là qui se passait en Centrafrique. J'ai oublié Centrafrique. Donc, nous allons retrouver le oui, vous avez des opérations, non pas la MONUSCO. La MONUSCO, c'est en RDC. Je crois que c'est l'opération Sangaris qui avait en RCA, en Centrafrique. Donc, vous voyez, vous avez, n'est-ce pas, des noms comme ça qui vous font croire que non, c'est des opérations de sauvetage, c'est des opérations de sécurisation, oui. C'est des opérations, n'est-ce pas, de protection ou bien de secours, alors que c'est les bandes armées. Le 43e BIMA, qui est en Côte d'Ivoire, vous connaissez le rôle que le 43e BIMA a joué dans la crise post-électorale, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même avant la crise post-électorale, avec, n'est-ce pas, les rebelles venus du Nord qui ont été, n'est-ce pas, protégés. Vous savez ce que les snipers français ont fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Comment ils ont, n'est-ce pas, aidé au monsieur Alassane Dramane Ouattara, l'un des plus grands criminels du XXIe siècle, n'est-ce pas, à arriver au pouvoir. Donc, vous voyez que... Alors, ce que vous nous dites, André Kisselfanga, c'est que tous ces corps-là, tous ces détachements ne sont pas très généralement différents de mercenaires. C'est ce que vous non, j'essaye de simplement dire que c'est la guerre de la communication. Oui. Vous voyez un peu, ils attribuent des noms. Oui. Quand c'est en leur faveur, c'est des missions de sauvetage. MONUSCO, mission de maintien de la paix en RDC Congo, 40 ans, sans aucune paix en RDC. MINUSMA, même chose, au Mali. MINUSCA, en RCA, même chose. Le mandat a été prorogé d'ailleurs en RCA pour... Donc vous comprenez que tous ces différents, c'est des noms qu'ils donnent. Ou bien opération Sangaris, opération Barkhane, opération Takuba, etc., Serval et tout le reste là. C'est des opérations qui disent qu'ils viennent maintenir la paix alors que c'est des mercenaires. C'est pour s'aimer le trouble. Et aujourd'hui, la Russie aussi qui a son côté, n'est-ce pas, qui a ses armées, que ça soit privé, que ça soit légal, n'est-ce pas, a aussi ses corps. A aussi, n'est-ce pas, ces éléments qui sont là pour le maintien de la paix, qui travaillent avec certains États pour la sécurisation. Même chose pour les États-Unis. Vous savez que les États-Unis ont des armées privées qui gardent, n'est-ce pas, par exemple en Libye, c'est des armées privées qui gardent les puits pétroliers. Vous savez qu'ils se déploient un peu de partout, que ce soit en Somalie, un peu de partout où il y a, n'est-ce pas, leurs intérêts, ils sont là présents, c'est des armées privées. Donc, pour simplement dire que nous devons comprendre que dans le langage géopolitique, nous ne devons pas prendre, n'est-ce pas, le langage de nos oppresseurs. C'est-à-dire, juntes militaires, nous ne devons plus les prononcer. Nous ne devons plus prendre mercenaires. Quand la France ou les États-Unis disent qu'il y a des mercenaires à tel endroit, ou bien que tel corps, Wagner, c'est des mercenaires, on doit leur rappeler que pour eux, c'est les mercenaires. Mais pour nous, n'est-ce pas, c'est des soldats d'aide pour la protection de nos différents territoires. Donc, un seul instant, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à adopter le bon langage pour que nous puissions avoir notre sécurité. Et le partenariat aujourd'hui, Russie, Mali et le reste, n'est-ce pas, des pays comme la Guinée équatoriale, c'est justement pour faire face, n'est-ce pas, à ces puissances impérialistes qui veulent davantage avoir, n'est-ce pas, le monopole sur nos sols et nos sous-sols. Voilà. Patient Parfendom, alors, quelles sont les répercussions géopolitiques et géostratégiques de cette présence pour l'équilibre des forces nationales et même internationales? Avez-vous l'impression que la présence militaire russe sur le continent est-elle aujourd'hui un élément dissuasif pour tous ceux qui brandissent très généralement des menaces d'une intervention militaire? Au Nigeria, récemment, le président Trump disait qu'il voulait intervenir militairement pour stopper ce qu'il a qualifié de massacre de chrétiens, par exemple. Ça, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, mais n'oublions pas que le continent est très généralement habitué justement à toutes ces interventions occidentales qui, pour la plupart, finissent très mal sur le continent. Bon, je commence par Trump. Vous savez que Trump, lui, il est maître dans l'art de ces espèces de boutades qui ne vont jamais loin. Mais là, on le sentait sérieux, hein, Patient Parfendom. Comme on l'a senti. Que les chrétiens sont massacrés au Nigeria comme on l'a senti et interpellés sérieux, pour la Tinubu.
comme on l'a senti sur eux quand il menaçait d'envahir le Venezuela. Trump, c'est un peu ça. Je crois que, bon, peut-être que quelques lobbies chrétiens sont allés plénicher de son côté, et là, tantôt le fait, la confrontation entre les musulmans au Nigeria et les musulmans et les chrétiens au Nigeria ne date pas de Boko Haram, c'est bien avant Boko Haram. Au niveau de l'État du plateau Jos au Nigeria, il y a toujours cet affrontement meurtrier avec des milliers de morts, donc c'est bien avant la nébuleuse Boko Haram. Donc, M. Trump gagnera à aider le Nigeria peut-être à acquérir beaucoup plus d'armes en termes de moyens de renseignement un peu plus sophistiqués que de se lancer dans ces ultimatas-là qui ne vont certainement pas prospérer, il le sait parfaitement. Maintenant, au niveau de l'Afrique Corp, je pense que pour nous qui avons été en Centrafrique, on a vu quand même les résultats qui ont aidé l'État centrafricain, sous le magistère du président Bozizé, à renforcer les capacités de combat de son armée et permettre à la Centrafrique, dont l'État se résumait pratiquement uniquement autour de Bangui, de recouvrer presque plus de 90% de son territoire. Ça, c'est l'actif des forces russes. Et là, vraiment, nous devons leur tirer le chapeau, leur dire merci. Et ce travail doit continuer. Au niveau de l'AES, la collaboration se renforce aussi avec les États de l'AES, le Mali principalement, qui a un territoire énorme et qui fait face à une poussée djihadiste qui tente d'étouffer même la capitale Bamako par le biais d'un étouffement avec cette guerre asymétrique qui constitue, n'est-ce pas, d'étrangler la ville en empêchant le ravitaillement des villes stratégiques maliennes en carburant. Donc ça, là où nous voyons aussi que cette armée russe est plus qu'efficace. Ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir des gens partis de Russie pour venir former nos armées en Afrique. Or, nous sommes indépendants depuis les années 60. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la formation de nos armées? On a fait quoi? Au point où aujourd'hui, nous en sommes encore à faire venir les gens de la Russie pour donner des capacités d'actifs à nos militaires, ça pose un problème. Pour vous, c'est un échec? C'est un échec total. C'est un échec total. Bon, au niveau de la Guinée équatoriale, là encore, c'est mi-figue, mi-raisin. Parce que là, comment ça vous avez écouté le président Théodore Obiang-Nguema. Oui, mais il vous dit que la coopération avec la Russie date bien avant, bien avant l'indépendance du pays. Il a parfaitement raison. Cette coopération, cette coopération qui date depuis l'indépendance du pays, mais ça n'a pas empêché que la même Guinée équatoriale se tourne vers les États-Unis pour sécuriser un certain nombre de ces sites gaziers. Donc, vous voyez, on est dans un jeu d'équilibre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, patient parfait. Oui, mais récemment, le vice-président, attends, j'en viens, parce que c'est ça aussi. C'est vous qui l'avez souvent l'habitude de le dire, qu'aucune situation n'est figée. Je suis d'accord avec vous. Tout évolue. Vous le dites souvent, patient parfait. C'est le problème des Africains. C'est-à-dire que le président Théodore Obiang-Nguema Bazogo nous dit des choses, mais l'autre côté voyait son fils quand même qui était aux États-Unis et qui est revenu là-bas avec aussi le projet pour que certains, ce que Franck appelle milice américaine, puisse sécuriser certains sites gaziers et pétroliers. Donc, on est un peu dans le flou. C'est le clair-obscur en termes de décision stratégique pour le renforcement de capacité de nos armées. Et le Cameroun, excusez-moi, n'en fait pas exception. Parce que le Cameroun aussi, nous avons la GP et le BI précisément, mais aussi autour de la GP, avait un encadrement israélien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous avons de plus en plus des officiers et sous-officiers, surtout les officiers camerounais, qui vont se former en Russie. J'en connais de haut gradés qui ont été formés là-bas. Mais nous avons aussi les forces spéciales qui sont toujours entre les mains des Français. Ça aussi, il faut le dire. Je parle de ce que je sais, monsieur. Excusez-moi, je ne parle jamais au hasard. Je parle de ce que je sais. Bon, donc ça pose problème au niveau de nos États. On a l'impression que notre quête de liberté veut dire on va être prisonnier de personne. Mais pour tous ceux qui le savent, par exemple, l'expertise israélienne, selon bien sûr les informations que nous avons,
porte ses fruits sur le terrain. Oui, mais sauf qu'elle a un problème. L'expertise israélienne n'est pas une expertise à négliger. J'ai oublié le billet d'État qui a aussi été formé par les Américains. Je vais en venir au niveau de l'expertise américaine. Israélienne surtout également. Israélienne. Oui. Vous savez, avec Israël, vous n'êtes jamais sûr de ce partenaire. Vous connaissez comment dire ça, l'application Pegasus. Oui. Avec les drames que cela a produit au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que vous êtes avec un partenaire qui vous surveille en permanence pour des objectifs que vous ne maîtrisez pas. Et là, depuis un certain temps, quand vous lisez les chercheurs iraniens, ils vous disent attention, tous ceux qui ont les téléphones Samsung, il y a un mouchard au niveau des microprocesseurs dans le téléphone Samsung qui informe directement, n'est-ce pas, les centres de collecte d'informations américains et israéliens. Ils le disent aussi, de plus en plus, les Turcs et je crois les mêmes Israéliens le disent aussi pour iPhone. Tous ceux qui ont iPhone, sachez que l'ensemble de vos données qui sont critiques sont entre les mains des Américains et entre les mains... Mais sommes-nous convaincus que ça sera différent avec la Fédération de Russie? Je vais en venir. Allez-y, patient parfait. Parce que tu me coupes de temps en temps et tu ne me permets pas d'aller au fond. Allez-y, vous étiez justement donc sur les systèmes de contrôle. Voilà. Je disais donc que... Et c'est là où le bas blesse avec nos États. À un moment donné, on avait le comité d'interim de Yaoundé qui était comme un joyau en termes de capacité de formation. Tout à l'heure, j'entendais le docteur Soussé parler de la connaissance du terrain, le comité d'intérim de Yaoundé. Mais est-ce qu'on a continué à donner les moyens, les capacités pour que cette école-là soit vraiment un hub de formation au niveau de l'Afrique de qualité, de telle manière qu'on ne soit pas tout le temps en train de courir de gauche à droite pour avoir certaines facilités en termes d'acquisition de nouvelles connaissances dans le domaine du renseignement, dans le domaine militaire, etc. Premièrement. Deuxièmement, au niveau de l'Union africaine elle-même, on nous a parlé de cette armée... la force en attente. La force en attente. Je ne sais pas où est-ce que nous sommes avec cette fameuse force en attente. Voilà les chantiers que les Africains, sur lesquels les chantiers devraient vraiment, les Africains devraient s'investir à fond. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de partenaires étrangers, mais il faut faire attention. À force de trop s'adosser sur cette expertise étrangère, il y a une partie de notre souveraineté que nous perdons. Voilà. Ça, on ne peut pas l'oublier. C'est-à-dire que ce que vous fustigez, c'est cette dépendance permanente. Et elle a eu des conséquences, Ghanéen. Quand la France de monsieur, je crois, Sarkozy, si je me trompe, se rend compte qu'un président au Niger ait décidé sur un coup de tête, je ne sais pas si c'est Barry Manaïsara, que vraiment le prix que vous ne payez là pour l'uranium, là, nous on n'est plus d'accord, on va hausser vraiment le prix de l'uranium nigérien pour nous permettre quand même d'avoir aussi quelque chose. Parce que là, on n'a rien. Macron fait une visite au Niger, à Niamey. Après, il rencontre, et là où c'est intéressant, vous sortez par là, je sors par là. Le gros des officiers nigériens qui ont été formés à Saint-Cyr, il leur dit, voici votre compensation, dégagez l'individu là. Et les autres, c'est un Syrien, heureux de l'être, ils ont dégagé Barry Manassara, je crois que c'est lui, ce président, mais entre-temps, ils ont continué d'enfoncer le pays qui a demeuré dans les ténèbres jusqu'à ce qu'il y ait cette révolution qui se produise au niveau de l'AIS. Vous voyez des conséquences. Donc, c'est tout vous dire que tant qu'on n'aura pas de véritables patriotes et nationalistes à la tête de nos États, avec une vision claire, avec un horizon bien défini, avec un cap bien dessiné pour la réappropriation de notre souveraineté, j'ai bien peur que nous soyons toujours à adosser le succès stratégique de notre défense. Et là, ce n'est pas l'armée qui est la première intéressante, c'est le peuple lui-même qui est le premier garant de la souveraineté d'un pays. Tant qu'on n'aura pas cette capacité-là à pouvoir le faire, j'ai bien peur qu'une fois de plus, chacun viendra faire son marché chez nous avec ses conditionnalités et ne nous donnera pas la plénitude des moyens et des capacités pour que nous puissions ne pas dépendre de qui que ce soit en ce qui concerne ce truc critique qui concerne la souveraineté des États et des nations. Merci à vous. Alors, il nous reste 10 minutes. Chacun aura 3 minutes de temps de parole pour sortir de l'émission. Docteur Essoussé, y a-t-il pas une forme de souveraineté
qu'on remet aux mains de tous ceux-là qui viennent aujourd'hui former pour le cas spécifique du Cameroun. On a parlé, bien sûr, vous avez parlé de la Fédération de Russie, on a parlé des Américains, des Israéliens. Alors, n'est-ce pas également un problème aujourd'hui qu'on n'arrive pas à décider avec qui on voudrait réellement avancer, à défaut de faire avec tout le monde? N'est-ce pas un problème? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, faut-il pas fustiger cette forme de dépendance vis-à-vis justement de cette expertise étrangère? Au fait, l'aîné a dit 3 minutes, choses, docteur oui. Essoussé. 3 minutes, bon. 3 minutes, on va essayer de synthétiser. Dans nos choses, oui. Il faut déjà dire que lorsqu'on parle des problèmes de défense et de sécurité, c'est des problèmes très délicats. Oui. On ne dit pas tout sur les plateaux, ça vous le savez. On ne dit Effectivement. pas tout sur les plateaux. Encore pour nous autres, encore, je dis bien pour nous autres qui enseignons ces choses. Il ne faut pas, parce que c'est révéler à l'ennemi ses capacités. Mais l'aîné a dit des choses, pour ma part, qui sont importantes. C'est-à-dire, toujours aller vers des personnes qui viennent former. Mais je vais m'attarder sur le cas du Cameroun. Il faut avoir l'histoire de l'armée camerounaise pour comprendre un certain nombre de choses. Encore, il faut le dire, il n'y a pas quelqu'un qui vit dans un enclos fermé. Même les grandes puissances ont des conventions qui signent avec d'autres. C'est-à-dire que les États-Unis ont des conventions, même sur le plan de la formation, avec la France, avec la Russie et toutes ces grandes puissances. Ça, il faut être clair là-dessus. Maintenant, le problème commence où? Si je prends un pays comme le Cameroun est l'un des rares pays, je parle de l'Afrique, qui a ses centres de formation dépendants de lui-même et dont ses formateurs sont locaux. Formateurs locaux, c'est ce que vous dites. Je vous rassure que quand vous allez, il a parlé par exemple d'Elemia, par là, est-ce qu'on a réfléchi? Aujourd'hui, le nouveau site d'Elemia n'est plus à Mélène, ça vous le savez, et il est opérationnel. C'est à Kouma Bagna, la Mofou à Famba, à 51, je crois que c'est une trentaine ou pratiquement 50 km de Yaoundé, déjà opérationnel. Parce qu'on s'est rendu compte que l'ancien site de Mélène était devenu très petit. Et il faut comprendre que dans toutes les unités aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement les camps militaires, il n'y a pas seulement un seul commandement à l'intérieur. Il y a minimum 2 ou 3 commandements à l'intérieur qui sont diamétralement opposés. Alors si le site était devenu petit, il y a un site de, je crois, c'est une 50aine d'hectares qui a été construit à Ekoumabang et qui est, j'ai dit, opérationnel depuis 2024 dans sa première phase. La deuxième phase est ultra moderne avec toutes les capacités, encore que en termes de formation extérieure, l'EMIA a complètement, l'aîné le sait, c'est notre aîné ici tous, jusqu'à une année, pratiquement tous les Africains venaient se faire former, les officiers. Ça, c'est l'expertise locale que vous louez, docteur Essoussé. Ça, c'est l'expertise locale. Jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous donnons cours dans ces institutions-là pour le moment. Même à l'école de guerre, moi je vois des étrangers. Mais elle n'est pas suffisante. La France envoie même des stagiaires au Cameroun. Elle n'est pas suffisante, cette expertise locale. Elle n'est pas. On continue toujours à faire avec les autres. Je vous ai dit que personne ne vit dans un enclos fermé. Même les États-Unis ont une expertise extérieure. Je vais vous prendre un exemple pourquoi on le dit. Une armée, c'est 3 composantes. La composante air, la composante terre, la composante mer. Il n'y a aucune armée qui forme des fantassins, c'est-à-dire la composante terre, sans avoir besoin des Arabes. Il dit aucune au monde sans avoir besoin des Arabes parce que sur le plan de la terre, les meilleurs au monde sont les Arabes. Il n'y a pas une armée qui va former dans la composante mer sans avoir besoin des Russes. Ça, je vous le dis, c'est la vérité. Qui va former dans la composante air sans avoir besoin des Américains? Parce que il y a des particularités. Alors, quand je reviens au Cameroun, je prends les différents centres d'instruction et même des centres d'instruction d'aguerrissement. En une minute, docteur. C'est une expertise locale, c'est-à-dire les instructeurs sont locaux. Oui. Maintenant, comment on envoie, ou alors pourquoi envoyer, n'est-ce pas, des officiers se faire former ailleurs? Quelle est la spécialité? Parce que pourquoi on va chez tel, on ne va pas chez tel pour ceci? Pourquoi on va chez celui-ci, on ne va pas chez l'autre pour ceci? Il y a des questions de spécialité. N'est-ce pas? Parce que vous le savez bien, un homme qui est ouvert, qui partage, qui fréquente, n'est-ce pas, s'instruit et grandit. Mais celui qui reste fermé pense que le monde s'arrête sur lui. Et l'aîné a parlé... en 30 secondes, docteur Essoussé, on sort par là. Bon, on a beaucoup... Il y a beaucoup à dire, mais on n'a pas suffisamment de temps. Parce que c'est un peu passionnant, non seulement...
On remettra le sujet sur la table. Ça, je suis né dans ces choses-là et grandi. Et aujourd'hui, merci parce que ça occupe pratiquement les 70% de ma vie. Quand on parle, par exemple, il a parlé des forces spéciales. Je ne sais pas trop ce que des gens appellent forces spéciales. Les forces spéciales qui sont nées hier, n'est-ce pas? On ne refuse pas, les forces spéciales ont un partenariat, pas seulement avec la France, ça vous le savez, avec les États-Unis également, les forces spéciales. Mais il faut partir déjà de 98. C'est-à-dire quand l'idée de mettre sur pied un corps d'élite commando, parce que jusque-là, le Cameroun avait un corps d'élite, c'est qu'on connaît le bêta paracommando. Mais j'ai dit commando. Quand il parle du BIR dans sa version Delta encore, ce n'est pas un nouveau corps du BIR. 10 secondes, docteur Essoussé. Ce n'est pas un nouveau corps du BIR. Ça, c'est ce qu'on appelle des conventions. C'est-à-dire ils ont des exercices militaires qu'ils ont souvent. Ce n'est pas qui dépendent des États-Unis, mais ils ont des exercices militaires et même avec les Brésiliens. Ça, il faut savoir pourquoi. C'est des exercices militaires purement maritimes. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont une grande expertise dans le domaine. Les Brésiliens ont une grande expertise dans le domaine. Donc, je voudrais qu'on soit un peu plus... Au fait, c'est la fierté. Ouais. Si aujourd'hui, sur le plan africain, le Cameroun a cette avance, parce qu'il y a quand même cette fierté d'avoir des corps qui sont purement camerounais et dont les instructeurs, parce que même le BIR dont on parle, même le BIR et la garde présidentielle, je veux rappeler, quand on dit Israélien, il faut comprendre, ce n'est pas... Allez à Mingama, vous n'allez voir aucun Israélien qui forme ces gars. Merci, docteur. Allez, que ce soit ici à Manaobe ou à Marouassalak, vous n'allez voir aucun instructeur israélien en train de former. Il faut comprendre pourquoi on dit israélien, pourquoi on dit... Les instructeurs, beaucoup plus sont locaux et on les envoie faire ce qu'on appelle les stages de perfectionnement ailleurs. Merci à vous, docteur Essoussé. Alors, André Kisselfanga, l'expertise locale, elle est là, mais il y a quand même cette forme de dépendance qui nous pousse à dire aujourd'hui qu'on cède peut-être un pan de notre souveraineté justement à toutes ces puissances étrangères lorsqu'elles arrivent ici avec la prétention de vouloir former nos armées nationales. Il y a peut-être cette montée en puissance, mais il y a également cette réalité qu'il ne faut pas ignorer des pays. Je pense qu'il faut... Le monde évolue. Et dans l'évolution du monde, on a eu, n'est-ce pas, des gens qui ont pensé à avoir des partenariats, n'est-ce pas, comme on avait un partenariat avec la France. Oui. La gendarmerie, c'est encore français, donc ça, beaucoup de pays africains ont adopté la gendarmerie comme un corps, n'est-ce pas, de son armée. Et par exemple, le Cameroun a poussé, n'est-ce pas, un peu la réflexion un peu plus loin en créant, par exemple, des corps au niveau de la gendarmerie, comme le GEPIC. Tu vois, qu'il y ait une force, n'est-ce pas, un groupement d'élite, une force d'élite au niveau de la gendarmerie. Il y a plusieurs corps comme ça. Il a pris qu'il y a la mer, il y a la terre, il y a l'air. Mais dans ces différents corps-là, avec les différentes expertises du monde, c'est-à-dire l'armée de terre, l'expertise, elle est plus arabe, parce que c'est eux qui sont mieux aguerris, parce qu'ils sont très forts sur le sol. Vous allez de l'autre côté, n'est-ce pas, la mer. Vous savez que les Russes sont très forts dans la mer, aériens et tout le reste là. Il y a des partenaires aussi qui sont extrêmement expérimentés. Mais l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que les armées africaines ont été d'abord mal formées. Parce que l'objectif, c'était de ne pas avoir des forces, des armées fortes, puissantes, capables de protéger les différents États. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve... ce retard aujourd'hui? Mais c'est ce qui explique ce retard, parce que en fait, on n'a pas eu des armées assez fortes, assez puissantes. C'était des armées de clans. C'était des armées où on formait pour justement protéger le leader, n'est-ce pas? Et quand le leader n'est plus en odeur de sainteté avec le colonisateur ou le colon, ou bien l'État puissant qui a des intérêts dans ce pays-là, on montait quelques groupuscules, n'est-ce pas, de gars, et on renversait le leader et l'armée entre au pouvoir. C'est pour ça qu'on parlait de la recrudescence des coups d'État chez nous en Afrique, et avec l'aide, n'est-ce pas, des Occidentaux. On se rappelle du dernier cas de David Dacko, qui était dans un char français qu'on allait installer à Bangui pour renverser l'autre. Donc, vous voyez que aujourd'hui, les États africains sont en train de travailler justement cette capacité de mutation. Cette capacité de mutation avec des expertises internationaux. C'est-à-dire
que ça soit de la Chine jusqu'à de l'autre côté de l'Occident, où il faut trouver la meilleure expertise nécessaire. Donc, c'est normal. Oui. On a eu des problèmes de formation, on a eu des problèmes, n'est-ce pas, des hommes, de capacité. Comment se fait-il qu'un pays comme la RDC n'ait pas une armée de 1 million d'individus, alors qu'on a presque un pays continent comme la RDC? On n'a pas 1 million de soldats en RDC. On est obligé de sous-traiter avec la MONUSCO ou bien quelques bandes armées rebelles là qui se forment, j'ai oublié comment on les appelle là, pour aller lutter contre le M23. Donc vous voyez que c'est des problèmes, les Ouazalendo, exactement. Voilà. Vous voyez que c'est un grave problème chez nous en Afrique. Nous devons justement coordonner, faire tout, et je pense que le Cameroun a une très grande expertise dans ce domaine, parce que quand vous regardez dans les palmeurs de combat au niveau de l'armée marine, vous avez le BETAP, vous avez le BIR, vous avez le BBR, vous avez plein de corps là d'élite qui sont des corps de puissants qui ont la capacité, n'est-ce pas, de protéger, n'est-ce pas, l'État du Cameroun face aux adversaires internationaux. Une minute, patient Parfendom, pour sortir. Oui, avec la clémence de la réalisation. Oui, mais je pense que on allait ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous disons que nos gardes ne sont pas des militaires bien formés, aguerris au combat. C'est pas ce que nous disons. Mais nous disons qu'il y a des choses en amont qu'il faut avoir si tu veux avoir des soldats performants dans ces domaines-là. Et ceux qui les fabriquent sont obligés de venir former vos gars. On ne fabrique pas les armes, on ne fabrique pas les chars. Maintenant, les différents démembrements des armées, il y a une nouvelle armée qui est en train de naître avec la guerre ukrainienne, c'est la guerre électronique avec les drones. Ce sont des gamins de 20 ans, 18 ans qui pilotent ces drones, qui vont détruire les chars, je ne sais pas, Léopard et Abrams qui coûtent des millions de dollars. Donc, ce sont des gamins de 18 ans qui mangent des pop-corn avec des Coca-Cola, qui pilotent tous ces drones comme des petits joueurs de jeux électroniques, de PlayStation. C'est tout. Donc, c'est un autre niveau que l'armée découvre que, attention, dans cette guerre moderne, il faut ça. Au niveau des c'est peut-être l'occasion également pour nous de chercher à nous arrimer afin de domestiquer cette technologie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez d'abord être capable de créer des drones, de les fabriquer. Est-ce qu'on les fait? Non. Vous devez être capable d'avoir un système électronique, n'est-ce pas, très avancé, avec des ingénieurs de ce niveau. On les a indépendants, justement. Voilà. Donc, en réalité, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans une position qui nous oblige d'être encore dépendants de ceux-là qui créent, qui innovent, qui sont dans ce génie-là, qui est en train de nous démontrer aujourd'hui que la guerre avance. Mais même sur Terre, ce ne sont plus peut-être, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, peut-être ce ne sont pas les Arabes les meilleurs fantassins aujourd'hui, mais c'est ceux qui ont la capacité, le courage, mais surtout l'amour de leur propre pays, qui n'ont pas peur de mourir pour leur patrie, c'est eux qui sont les meilleurs fantassins du monde aujourd'hui. Merci à vous, patient Parfendom, André Kistel-Fanga et le docteur Joseph Grasse et Soucé. Merci à vous, messieurs, d'avoir été les invités de cette émission. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Je pense qu'avec la direction des programmes, on aura l'occasion, bien sûr, de définir un nouvel angle de traitement que nous mettrons sur la table du débat. On se donne rendez-vous demain mercredi pour tous ceux qui n'ont pas réagi ce soir. On renvoie le rendez-vous à demain mercredi pour votre rendez-vous du mercredi des téléspectateurs. Merci à l'équipe technique conduite par Liga ce soir. Portez-vous bien.